Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion pour nous de faire le point sur les chiffres de contamination, toujours à la hausse, 40 ans après la découverte du virus du VIH, et également de s'enquérir des avancées technologiques et surtout de s'informer sur les outils de prévention, notamment à travers les tests gratuits de dépistage du VIH. Et pour cela, je reçois aujourd'hui une grande militante contre le sida. Nadia Bezad, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, peut-être avant de parler chiffres, on est le 1er, nous sommes dans cette journée mondiale de lutte contre le sida. Pourquoi déjà un 1er décembre? Pourquoi la journée mondiale. Cette journée mondiale? Elle est importante, c'est une occasion pour rappeler justement la gravité de cette maladie, sa progression dans le monde entier, mais aussi un rappel pour les décideurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'a qu'une seule journée dans l'année. Le travail se fait pendant tous les 365 jours, mais on n'a qu'une seule journée pour rappeler les décideurs que cette maladie se propage, qu'il y a tous les jours des victimes et qu'il faut prendre des décisions. Donc, c'est aussi une occasion de faire le bilan, voir les progrès, mais aussi quels sont les obstacles qui freinent la progression pour l'élimination du sida d'ici 2030. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. L'Afrique, quand même avec ce chiffre triste, 70% des contaminations sont enregistrées sur cette terre africaine. Qu'en est-il des chiffres du Maroc? Est-ce qu'elles vont sur la tendance haussière qu'on enregistre un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique? Oui, le sida progresse partout dans le monde, surtout en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a aussi un manque d'accès au traitement, au dépistage. Bon, au Maroc, la situation est, je dirais, n'est pas aussi dramatique par rapport aux pays subsahariens, mais quand même, il y a une progression de nombre de contaminations. Cette année, on enregistre 23 000 personnes qui sont séropositives, dont 20% ne connaissent pas leur statut sérologique. Et c'est ces 20% qui nous intéressent. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire un dépistage précoce parce qu'il y a le traitement. Il ne faut pas oublier que les gens qui viennent chez nous viennent malheureusement à un stade tardif. Il y a le traitement qui est gratuit, donné par le ministère de la Santé, ça c'est un acquis important, et tout le monde peut y accéder. Mais la question du dépistage pose encore un problème. Les gens ont peur de faire le dépistage. Est-ce qu'ils ont peur de faire le dépistage et se retrouver malade, parce qu'on a peur quand même de cette maladie, ou de ce virus, ou on a peur du regard de l'autre, s'il sait? Les deux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vient comme ça sur le plateau pour dire « moi je suis séropositif » Les gens se cachent. Parce qu'ils viennent, effectivement, c'est un visage flouté, caché. Voilà. Exact. Non, la société n'accepte pas encore les malades séropositifs. Elle accepte d'autres maladies, le diabète, le cancer, la tuberculose, mais le sida est toujours entouré par cette comment on dirait, c'est dramatique. Alors les gens se cachent et c'est comme ça que le virus se transmet. C'est comme ça qu'il se propage. Est-ce que c'est pour cela que les chiffres restent à la hausse dans le monde aussi? Plus ou moins. Non, il y a des pays qui ont fait beaucoup de progrès et les gens, il y a maintenant des gens séropositifs qui siègent dans des conseils d'administration, qui ont des responsabilités. Et c'est là, quand la population voit que ces personnes peuvent encore travailler, vivre normalement, ils peuvent se déclarer. Mais tant chez nous, ce n'est pas encore le cas. Vous savez très bien, les gens ne viennent pas se déclarer parce qu'ils subissent beaucoup de discrimination. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Ils subissent beaucoup de discrimination et on ressent aussi qu'il y a un relâchement dans le sens où vous avez parlé, mais on a commencé cet échange avec les raisons derrière cette journée internationale de lutte contre le sida. Après, vous avez évoqué à juste titre que le combat, il dure 365 jours. Alors pourquoi nous n'avons pas de réelle campagne, peut-être choc, afin d'alerter l'opinion publique sur la dangerosité du sida? Le sida est encore là, parce qu'on a l'impression que la Covid, elle a fait un peu oublier qu'il y a le VIH qui rôde toujours et qui circule toujours parmi nous. Ça fait plaisir que vous parliez comme ça. Déjà, vous êtes une vraie militante. Ce que nous voulons, c'est découvre cela avec vous, mais oui, pourquoi pas. Ce que nous voulons, c'est vraiment des campagnes, c'est un travail continu. Nous, on le fait à notre échelle
dans la population vulnérable et dans les centres de santé. Mais ce qu'il faut, c'est toujours l'alerte. C'est comme la Covid. Hein. Il y a eu une grande campagne de sensibilisation et c'était extraordinaire, à tel point que le sida est passé vraiment en arrière. On ne parle plus du sida. Les gens, vous avez dit quelque chose d'important, il y a un relâchement. Les gens, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour eux, la Covid est beaucoup plus importante. Mais il faut se protéger aussi bien du VIH que du Covid. Bien que les moyens de transmission ne sont pas les mêmes, mais pour le sida, c'est un ravage parce qu'on n'en guérit pas. C'est vrai qu'on diminue, avec le traitement, on diminue la charge virale. Les personnes peuvent vivre normalement. C'est devenu une maladie chronique. C'est plus une maladie qui tue. C'est une maladie chronique maintenant. Les gens, une fois traités, peuvent vivre normalement, se marier, avoir des enfants, si on prend le traitement continu. Voilà. Attends, on va parler de traitement, mais juste avant, il y a un mot qui a retenu mon attention dans votre réponse, c'est les populations vulnérables. Qui sont ces personnes? Très bonne question. Moi, je dirais que c'est une société dans une autre société. C'est une population vulnérable, et je peux les citer, ce sont les migrants, les travailleuses de sexe, les hommes qui ont des relations avec des hommes, la population carcérale, les personnes séropositives. Ce sont des personnes qui sont vraiment vulnérables, et l'incidence du VIH est très importante chez cette population. Maintenant, il y a la population générale, mais il y a un pont entre les deux populations. C'est qui ce pont? C'est quoi? C'est des hommes qui fréquentent les populations vulnérables et qui rentrent chez eux et qui contaminent leurs femmes et leurs enfants. Or, nos stratégies, c'est toujours ciblé vers la population générale. Et ça, c'est avéré, ce que vous dites? Oui, nous avons beaucoup de cas. Et nous avons aussi les populations vulnérables. Mais on n'a jamais ciblé l'homme en tant que responsable. Pourquoi? Parce que la prévention est entre les mains de l'homme. C'est l'homme qui décide de se protéger en mettant un préservatif. La femme n'a aucun moyen de se protéger. Même si elle sait que son mari a une relation sexuelle avec une professionnelle, elle ne peut pas lui imposer le préservatif, sinon elle est victime de violence. Et là, nous avons beaucoup de cas. C'est les enfants qui viennent avec des maladies, et c'est comme ça qu'on trouve que les femmes sont séropositives, et l'homme, on remonte, et c'est l'homme. Et ça, c'est un point très important, et ça, je m'adresse vraiment, c'est vraiment, je dirais que c'est un message, les hommes doivent prendre leurs responsabilités, pour eux d'abord, pour se protéger, mais pour protéger leurs partenaires et leurs enfants et leurs familles. Oui, alors, ce que vous dites, en fait, c'est que les gens ne sont pas vraiment conscients de la dangerosité de cela. Mais est-ce qu'il y a, puisqu'on parle de campagne, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui visent justement ces personnes-là? Vous parlez je vais vous parler rapidement de la population vulnérable. Comment on travaille? On prend des personnes de chaque catégorie de cette population. Nous les formons, ils deviennent des éducateurs pairs. Ils travaillent avec nous. Et c'est eux qui nous ramènent leur population de sexe, des une vidéo qui a circulé dernièrement sur les réseaux sociaux qui avait choqué. C'était justement une dame qui donnait, qui donnait comme un cours pratique pour l'utilisation du préservatif. Ça a été mal interprété, mais c'est des professionnels qui font du bon travail. Parce que non seulement... Donc ça ne doit pas être, selon vous, médiatisé. Ça doit se faire en catimini. La société n'est pas prête. Très bien. Il y a une certaine hypocrisie. Hein. Il faut être... Les chiffres sont là. Les relations sexuelles existent hors mariage. Les relations sexuelles non protégées entraînent des infections. Nous avons les chiffres. Nous avons, tout est là. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas entourer ces questions par un silence. Il faut parler franchement aux gens. Il faut que les gens fassent le dépistage. Il faut éduquer. Quand faut-il se faire dépister? Ça, c'est une bonne question. Bien. Quand est-ce qu'après un rapport sexuel non protégé ou quand on a un doute, ou il faut le faire de manière régulière? Est-ce que c'est gratuit? D'abord, heureusement, au Maroc, le dépistage est gratuit. Il est rapide, il est gratuit, il est anonyme. Donc, on doit le faire. Il faut que ça soit systématique. Une fois par an, on fait la glycémie, l'ionogramme, pourquoi pas le VIH, l'hépatite. Il faut que ça rentre dans les coutumes. Quand on a un rapport, bien sûr, dans les mœurs aussi. Oui, pourquoi pas. Avant de se marier, il faut exiger le VIH. Souvent,
maintenant je ne sais pas, mais souvent il y a des hommes séropositifs qui voulaient se marier avec des filles, des femmes vierges pour guérir du sida. C'était une rumeur. Oui, oui madame, oui. Et choqué. Oui, nous sommes aussi choqués. C'est des pratiques au Maroc. C'était des pratiques. Maintenant, les femmes commencent à exiger, et elles veulent savoir. La pauvre, elle est vierge, elle ne sait pas, elle n'a jamais eu de rapport. Et le premier rapport, elle est contaminée. Il faut que l'homme soit responsable de ses actes. Il faut qu'il se protège, il faut qu'il fasse Et les moyens sont là. Ce sont des infections qui sont évitables. Disons que c'est à la portée de tout le monde. Et les centres de dépistage sont nombreux au Maroc. Il y a dans les centres du ministère, des associations, ça existe partout. Donc, il faut faire le pas. Il faut faire le pas parce qu'une fois séropositif, il y a le traitement gratuit. On suit le malade tout le temps. S'il est négatif, on fait le counseling pour qu'il reste négatif, avec des conseils, les moyens de prévention et tout. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Il y a beaucoup de jeunes qui sont contaminés de façon bêtement, parce qu'ils ne savent pas. Il y a l'ignorance, on en parle tout à l'heure. Oui, il y a l'ignorance et il y a aussi... Alors, donc, est-ce que, après justement un rapport sexuel non protégé par le préservatif, rappelons que c'est l'unique moyen de se protéger, il y a ce qu'on appelle la PrEP. Donc, ce sont des pilules que la personne prend dans les 48 heures après le rapport. Dans les 72 heures. Ce n'est pas pour arrêter une grossesse, mais c'est prescrit dans les cas où le rapport est non protégé, donc la personne est susceptible d'être infectée par une MST ou par le sida. Par le VIH. Est-ce que déjà cette PrEP existe au Maroc ? Elle existe au Maroc, dans les cas où justement d'un cas de rapport sexuel non protégé où le préservatif a été déchiré, souvent. Par exemple. Oui. Elle existe, elle est prescrite par le médecin du service référent, elle existe, elle est gratuite. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Oui, bien sûr que c'est bon à savoir, parce que peut-être que si on se retrouve dans une situation où voilà, c'est trop tard, au moins on peut se rattraper, entre guillemets. Dans les 72 heures, pas après. D'accord. Alors, et bien avant, vous avez parlé tout à l'heure d'ignorance. Aujourd'hui, on n'en parle pas à la maison, parce que c'est tabou. On en parle sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est l'intox, pardon, et les fake news à volonté. Les gens ne savent pas, et puis voilà. Et quand il y a, quand bien même, de bonnes initiatives qui ciblent des femmes en leur apprenant comment manipuler un bout de plastique, donc le préservatif, donc il faut le voir peut-être même comme ça, eh bien, ça provoque un tollé. Donc, pourquoi ne pas commencer, et vous l'avez dit, il y a quelques années déjà, par l'éducation de la jeunesse, l'éducation sexuelle. Ouais. Vous pensez qu'on est prêt, parce que vous avez dit tout à l'heure que la société n'était pas prête, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui d'éduquer sexuellement nos enfants à l'école? Oui. Faire l'éducation sexuelle, ce n'est pas inciter les jeunes à avoir des rapports sexuels. Je dois clarifier les choses. C'est comme l'éducation civique, l'éducation islamique, c'est une éducation sexuelle. D'abord, on apprend aux jeunes à respecter son corps, et à l'hygiène d'abord. Ensuite, à faire attention. Et il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les jeunes qui sont éduqués, ils retardent leur premier rapport sexuel parce qu'ils ont peur. Ensuite, même s'ils font un rapport, il est protégé. Et cette éducation sexuelle a pu justement diminuer le nombre d'infections. C'est un droit. C'est un droit des jeunes à être bien éduqués, à avoir les bonnes informations. Malheureusement, cette éducation sexuelle brille par son absence dans les écoles. Malheureusement, et là, franchement, le ministère de l'Éducation nationale rate la chance de ces enfants pour les éduquer. Parce que c'est des millions de jeunes qui passent par l'école et ils n'ont aucune idée sur ce que c'est que les IST, que le sida et tout. Et ils sont victimes de ces maladies. Donc, il faut vraiment instaurer un véritable programme d'éducation sexuelle si on veut éviter. Vous savez, si on mise sur l'éducation sexuelle, on peut vraiment arriver à éradiquer le sida au Maroc en 2030. Nadia Behzad, ça fait quelques années que vous militez. Est-ce que vous avez ressenti, enfin peut-être pas par des faits aussi, par des actions concrètes, est-ce que vous avez ressenti qu'il y a une évolution positive dans la lutte contre le sida au Maroc? Oui, sur le plan thérapeutique, oui. Maintenant, avant, j'ai commencé, il n'y avait même pas le traitement, il n'y avait même pas le dépistage. Là, on peut quand même dire qu'on a le test rapide, on a le traitement adéquat.
Mais franchement, ça me fait encore mal au cœur de voir des jeunes qui sont ignorants et qui sont victimes. Je les vois comme ça, ils parlent de n'importe quoi, ils sont victimes. À l'Opals, nous avons quand même fait une innovation. On a fait une application, justement, pour éduquer ces jeunes avec des questions-réponses. Et on peut, avec ça, on a éduqué cette application, puisque nous sommes là. Hein, oui, il y a un quiz, je vais vous donner les liens. Oui. Mais combien de jeunes on peut éduquer? Centaines, mille. Moi, je parle de millions. Combien de jeunes au Maroc? Et presque la moitié des Marocains sont jeunes, ils ont moins de 35 ans. Mais aucune éducation. Là, je m'adresse aux responsables des médias. S'il vous plaît, un jour par mois, un message, une dépêche, quelque chose pour dire aux gens, attention, ça circule encore. Parfois, une seule dépêche peut sauver une vie. Vous avez un grand pouvoir par rapport à Vous avez approché aussi, il y a d'autres personnes au-delà des médias. Je vous remercie en tout cas de rappeler cette responsabilité des médias. Et nous en sommes conscients, mais il y a aussi des influenceurs. Est-ce que les influenceurs ne peuvent pas jouer ce rôle aussi aux côtés de la société civile et, pour une fois, faire quelque chose de manière bénévole, gratuitement, mais qui peut sauver des vies, des milliers de vies. Et, encore faut-il qu'ils s'y intéressent. Des millions de destinées, parce qu'il s'agit plus de destinées, parce que ça chamboule la vie d'une personne quand elle sait qu'elle est séropositive. Encore faut-il que ces influenceuses et aux influenceurs soient sensibles à ces questions de sexualité, de tabou, parce que ce sont des questions très dures. C'est l'intimité des gens et ça reste toujours entouré par le jugement, par ah oui, ce n'est pas quelque chose qui est banal. Un jour, on m'a dit, mais pourquoi Nadia, tu t'intéresses au sida? Intéresse-toi à d'autres maladies. Il y a la rougeole, il y a la varicelle, il y a l'ictère. Ça, c'est trop dur. J'ai vu des choses, j'ai vu des témoignages et j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu des jeunes de 17 ans, 16 ans atteints du sida. Ça, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Et chaque message, chaque lutte, je me dis, peut-être qu'on a sauvé quelques âmes. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours animée par ce sentiment de faire vite et de passer le message. Alors, le Maroc a beaucoup d'acquis, comme vous les avez si bien rappelés. Qu'est-ce qui reste à faire, selon vous? Qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on voit les choses en face. Je ne sais pas si c'est une hypocrisie ou si ce sont différents courants de la même société qui cohabitent et cohabitent très très bien d'ailleurs. Malheureusement, il y a des chiffres. Et les chiffres officiels sont vrais. Combien on est aujourd'hui sur... Il y a plus de 75% des transmissions par voie sexuelle. Donc ces problèmes de sexualité existent. Et c'est des rapports non protégés. Ce sont des chiffres officiels. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a des rapports sexuels non protégés. Il y a des rapports hors mariage. Et il y a l'âge de mariage qui a reculé. Et il y a que les jeunes ont au moins 10 ans de sexualité avec toute une ignorance sur les dangers de sexualité. Il y a non seulement le sida, mais je profite de l'occasion de parler des grossesses non désirées. Que les jeunes filles qui tombent enceintes, qui font se faire avorter et qui meurent, on en a eu. Donc, tout ça rentre dans un programme de santé sexuelle et reproductive. Les femmes, justement, avec une santé sexuelle et reproductive, on peut envisager de parler, parce qu'il y a le cadre juridique et il y a le cadre d'éducation. Donc là, les deux, un peu s'embriquent. Moi, je parle en tant que médecin et militante. Et je vois devant moi des choses horribles. Je vois des jeunes filles de 14 ans qui sont enceintes, qui veulent se faire apporter par n'importe quel moyen. Je vois des jeunes qui sont affectés. Mon rôle, c'est d'abord informer et prendre en charge. Donc, je milite depuis une dizaine d'années pour instaurer un véritable programme de santé sexuelle et reproductive qui regroupe tout. C'est-à-dire qu'un jeune, une jeune qui est à l'école, elle a des informations justes. D'un rapport sexuel non protégé, il peut entraîner les infections et une grossesse. Donc, si elle sait que... Ça, je donne aussi un message, là, je lance un message. Si la fille sait qu'il y a une pilule... Ou le jeune homme. Ou le jeune homme, qu'il y a une pilule du lendemain qui ne fait pas avorter. Hein. C'est juste, après un rapport, il y a une pilule qu'elle peut prendre, elle peut ne pas tomber enceinte, ne pas avoir avortement et ne pas mourir. Voilà une information qui sauve une vie. Et puis responsabiliser le garçon. Ce n'est pas possible. Le garçon qui a des relations sexuelles avec plusieurs filles, mais parce qu'il y a un manque justement d'éducation sexuelle. Si elle est bien éduquée, mais il va faire attention. Donc ça se joue entre 15 et 19 ans,
15 ans et 20 ans. Ça, c'est un moment où les jeunes, filles et garçons, doivent savoir ce que c'est qu'une sexualité, quel est le danger des rapports sexuels non protégés. Avec ça, on peut éviter beaucoup de morts, beaucoup d'avortements et beaucoup de décès, de drames, je dirais, de drames. On parle des enjeux liés au genre qui sont considérés comme des enjeux secondaires dans la lutte contre le VIH. On parle de cela déjà en Europe. Oui, parmi les choses qui alimentent la pandémie du sida, c'est le non-respect des droits des personnes, c'est le non-respect de l'égalité. L'égalité, déjà, je vais parler de l'égalité entre hommes et femmes, et aussi la violence contre la femme. Tout ça fait que le virus circule. Et c'est ça le slogan de cette année, ce sont ces inégalités dangereuses. Et on a mis le point sur cette chose-là. Il faut absolument changer les lois, il faut protéger les femmes, il faut que l'homme soit responsable pour qu'il y ait vraiment le respect de la femme et le respect des droits entre hommes et femmes. Comme ça, on peut éradiquer le sida d'ici 2030. Est-ce qu'on peut éradiquer le sida? Parce qu'il y a plusieurs essais. Bon, on va parler avec la médecin que vous êtes. Des essais cliniques qui ont été récemment lancés. On parle d'un Moderna qui utilise encore la technologie ARN comme pour le vaccin Covid-19. Un vaccin contre le VIH, c'est vraiment un rêve accessible, selon vous, avec cette prouesse qu'on a vue avec la Covid-19? Oui. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un virus qui est très malin et qui mute, mais il mute de façon rapide. Il n'y aura pas peut-être un candidat de vaccin, mais il y aura plusieurs candidats de vaccin pour pouvoir le cerner. Donc, c'est toujours dans le domaine de la recherche. Il y a des essais cliniques, mais ils n'ont pas encore abouti. Il faut au moins 5 ans, plus de 10 ans pour avoir... Parce que c'est un virus qui cible le système immunitaire et il y a une défaillance du système immunitaire. Mais il est vraiment évitable et facilement évitable. Moi, je vais tabler beaucoup plus sur la prévention. La prévention et la prévention. Un dernier mot justement sur la prévention. Je vous laisse Moi, je veux mettre les gens devant leurs propres responsabilités. Aussi bien sûr, le rôle des médecins et des professionnels de santé, mais aussi les décideurs. Quels sont les départements auxquels vous adressez clairement à travers cette le ministère de la Santé fait son possible. Parce qu'ils sont directement impliqués. Mais je parle des autres départements, parce que le sida, ce n'est pas vraiment médical. Moi, je dis que c'est une maladie sociale. Ça touche à tout, le droit, il y a la religion, il y a la politique, il y a la communication, il y a tout. Donc les autres départements, franchement, ils ne jouent pas bien leur rôle. Ils sont défaillants. Moi, je dirais que le ministère de l'Éducation nationale ne joue pas son rôle. Et oui, je le dis parce qu'il y a des millions de jeunes qui passent et qui sortent de cette... Ils ont peut-être des diplômes, mais ils sont ignorants par rapport à cette maladie et ils sont victimes de cette maladie. Donc on rate la chance de les éduquer. Ça, et puis bien sûr, les médias, vous êtes le quatrième pouvoir. Les médias ils peuvent, avec une seule dépêche, avec un seul message, vous pouvez sauver des millions de jeunes. Avec un mot, avec protégez-vous, attention, il y a le virus. Mais ça, ce n'est pas uniquement la journée mondiale du sida. Ça se passe dans 365 jours. Peut-être 2 secondes, 30 secondes par jour. Donc, vous pouvez nous aider. Donc, c'est une affaire de tous et la responsabilité est partagée. Et, je finirai par les parents. Les parents, vous avez des enfants, vous n'en parlez pas, vous croyez qu'ils ne font rien. Les jeunes ont des rapports sexuels non protégés et ils vont s'informer dans les médias, dans les Google et autre chose. Ils ont des fausses informations. Faites attention, parlez à vos enfants, franchement, des dangers des relations sexuelles, des dangers de la drogue, des dangers des grossesses. Il faut en parler, c'est votre responsabilité. Il ne faut pas laisser les autres les informer, mais c'est à vous en tant que parents. Voilà. Je pense que, quand vous disiez tout à l'heure éducation sexuelle, mais c'est aussi sensibilisation sexuelle qui peut cibler et les jeunes, et donc qui sont une population vulnérable, mais aussi leurs tuteurs, parents, oncles. Tout à fait, parce que c'est un virus. Aîné, quoi. Personne n'est à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri. Ces virus-là sont des virus démocratiques. Ils ne connaissent ni frontières, ni cloison, ni rien du tout. Ni classe sociale. Ni classe sociale, ni niveau d'instruction, ni statut. Le statut matrimonial, tout le monde est touché. Jeunes, vieux, grands, petits,
tout le monde est touché. Donc faites Tout le monde attention. peut être touché. Tout le monde peut être touché, oui, Oui. mais ça veut dire par là qu'il faut vraiment en parler Oui. et changer le regard des gens par rapport aux personnes séropositives. Il ne faut pas les juger. Au contraire, ce sont des gens qui ont été atteints aussi de façon... qui n'ont pas voulu, mais ils sont comme ça. C'est comme ça. Ils ont leur traitement. Ils peuvent vivre normalement avec nous sans aucun problème s'ils prennent leur traitement. Et il faut vraiment reprendre les choses en main avec ce relâchement qu'on a vu quant au danger de cette maladie qui sévit toujours dans le monde entier et au Maroc aussi. Merci beaucoup Nadia Behzad. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. C'était l'invité de la rédaction. Très très bonne suite des programmes sur notre antenne.